Bienvenue dans Invisibility. Aujourd'hui, je reçois le thérapeute anglais Jerry Hyde. Pour ceux qui suivent le podcast, il s'agit du mari de l'artiste et réalisatrice Maiwa, que j'ai interviewé dans l'épisode 7. Ensemble, ils ont réalisé le film Mayday, qui vient de sortir. Le documentaire suit une retraite thérapeutique de 14 jours, comme ils ont l'habitude d'en faire. Pour celle-ci, Mai et Jerry ont réuni 12 participants dans une forêt isolée, sans électricité, ni réseau. Je suis allée voir au cinéma la semaine dernière. C'était fascinant, dérangeant, bouleversant et aussi plein d'amour. On y est témoin d'une expérience collective et intime intense où chacun fait face à son histoire, ses ombres, ses peurs et ses traumas. On y comprend l'importance du cercle et de l'écoute réciproque. Mai et Jerry étaient là pour présenter le film et je me suis dit qu'il fallait que Jerry soit dans le podcast. Jerry travaille principalement avec des hommes et une de ses spécialités, ce sont les groupes de parole. On peut en avoir un aperçu dans le film Make Me a Man, qui réunit des témoignages d'hommes y ayant justement participé. Et là aussi, c'est une sacrée claque de les entendre. Et c'est ça, semble-t-il, le don de Jerry, libérer la parole, ouvrir les cœurs. J'avais envie d'en savoir plus sur lui et son parcours qui, vous allez l'entendre, est unique et très psychédélique. Dans cet épisode, on parle, entre autres, d'addiction, de pouvoir, de violence, des rituels, d'humilité et de vulnérabilité. Cet épisode est disponible en VO en anglais et en version doublée en français. Ceci est la version doublée. Je remercie Yann Plantier d'avoir prêté sa voix pour l'occasion. Hello Jerry, Bonjour. Je suis très heureuse que tu sois là. Ce sera mon premier épisode en anglais, donc j'espère que ça va aller. Alors voilà, on y est. Tu t'es décrit comme un thérapeute rock'n'roll et j'ai aussi lu le thérapeute le plus dangereux du monde. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, te présenter et aussi de quel type de thérapie on parle? Oui, on dit que l'Internet n'oublie jamais. Donc je pense que cette étiquette de thérapeute le plus dangereux du monde va me hanter pour toujours. Mais c'est une appellation que quelqu'un m'a donnée. En partie, je l'ai adoptée parce que je trouvais ça drôle. Mais c'est pas vrai. Disons dans le sens où ce n'est pas mesurable. Mais après y avoir réfléchi, je me suis dit, en fait, la thérapie devrait être dangereuse pour l'idée que tu te fais de toi-même, tu vois. Eckhart Tolle dit que le plus grand obstacle au changement, c'est notre attachement à notre persona. Donc, quand on entre en thérapie, beaucoup de blocages et de résistances, le plus souvent inconscients, apparaissent. On ne paye pas pour aller résister à quelqu'un, mais il y a toujours de la résistance dans un chemin thérapeutique. Et je pense que c'est la part de nous qui se sent menacée par l'exploration de nouvelles versions de soi et de nouvelles vérités sur soi. C'est ça pour moi le danger. Ça met en péril notre faux self. J'aime bien ce jeu de mots, surtout dans un milieu où on parle tant de sécurité. J'entends beaucoup, je ne me suis pas senti en sécurité, tu ne m'as pas mis en sécurité, tu n'as pas créé un espace sûr. Je parlais avec Mai tout à l'heure du film que nous avons fait et nous n'avons pas créé un espace sûr, nous avons créé un espace dangereux. Plutôt dérangeant, disruptif, où les gens seraient mis au défi. You don't want to be threatened. You don't want to be in an unhealthy place that's going to harm you. But also, what's the point of going to therapy or going to a retreat if Créer un espace sûr, pour moi, ça n'a pas de sens. Tu ne veux pas te sentir menacé ni mis en danger dans un espace qui pourrait te faire du mal. Mais si tu veux grandir, on ne grandit pas dans sa zone de confort. Il faut des espaces qui bousculent notre confort. Quant au rock'n'roll, c'est mon histoire. J'ai appris à animer des groupes en jouant dans un groupe de rock. Là, t'apprends ce que sont les égos et la dynamique de groupe. J'ai toujours été impliqué dans le théâtre. J'aime le côté disruptif, l'attitude punk, plutôt qu'un cadre formel. There's a lot of expectations around therapy, and I think that they all have their place, different forms of therapy, but
Il y a beaucoup d'attentes autour de la thérapie. Chaque forme a sa place. Moi, je parle à un certain public et j'assume. On a tous besoin de se démarquer, de montrer ce qui nous intéresse. J'utilise ces termes parce qu'ils attirent un certain type de personnes auxquelles je conviens. Je dis souvent que je suis probablement le meilleur thérapeute du monde pour une cinquantaine de personnes. Pour les 8 milliards d'autres, je suis le pire. Le plus important, c'est la chimie. Se présenter d'une manière qui parle à ceux et à celles qui cherchent quelqu'un d'atypique. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Comme dans toute relation, c'est difficile de trouver la bonne personne à qui s'ouvrir. Oui, c'est vrai. On va en parler. Mais d'abord, je veux revenir un peu en arrière. Le podcast s'intéresse donc à l'invisible. Et il me semble que ce qui t'intéresse, toi, ce sont les dynamiques invisibles qui nous façonnent en tant qu'individus, en tant que société, ou ces choses et peut-être même ces gens qu'on ne veut pas voir. Alors, quand est-ce que ça a commencé pour toi? Est-ce que c'était dans l'enfance ou peut-être plus tard? I think invisible, I hadn't looked at it that way. I think it's quite a good definition of the kind of people I attract, perhaps. Je n'avais pas vu les choses comme ça, mais c'est une bonne définition des personnes que j'attire. J'ai toujours décrit ma patientèle comme des outsiders, ceux qui sont invisibles dans la société, disons qui ne sont pas mainstream. C'est aussi un reflet de moi. Je viens d'un milieu très conventionnel et conservateur. J'avais des gros troubles de l'apprentissage enfant et je ne rentrais pas dans le système scolaire classique. Dès que j'ai pu, j'ai quitté l'école et la culture dominante pour l'underground londonien des années 80. La scène squat, les logements délabrés. On était complètement hors système. J'adorais cette liberté. Je ne voulais pas faire partie de la société au sens conventionnel. Mais du coup, comment ça s'est opéré, ce basculement de ta famille, tes parents conservateurs à quitter l'école? Je me suis enfui, très classique. J'ai aussi été envoyé en internat. En un sens, j'ai quitté la maison très jeune. Confier l'éducation de nos enfants à d'autres, je trouve ça horrible. Mais ça fait partie du modèle impérial britannique. Donc l'underground, et ces forces invisibles qui nous façonnent, quand est-ce que tu as commencé à les percevoir en toi ou chez les autres? Probablement la première fois que j'ai pris du LSD. I love it. Je ne savais pas d'où ça venait. Je me suis souvenu d'une histoire, si tu as le temps. We're here for that, so yes, please. So maybe when I was 6 or 7, there was a big rock and roll festival near where I lived, and I had an older cousin who was maybe 15. À 6 ou 7 ans, il y avait un grand festival rock près de chez moi. Ma cousine, qui avait environ 15 ans, y est allée. Il s'est évidemment défoncé, a manqué d'argent, a appelé mes parents. J'ai pas de quoi rentrer, est-ce que vous pouvez m'aider? Je me souviens qu'on est allé la chercher. Elle portait un costume jaune vif, genre avec un pantalon pas de def super large, une veste jaune et un énorme chapeau souple assorti. And she had a boyfriend with her who was, I guess, the same age, 15, 16. Elle était avec son copain, il devait avoir son âge et il ressemblait à Jésus. Il était pieds nus, je me suis dit c'est le truc le plus cool que j'ai jamais vu de ma vie. Mes parents les détestaient ouvertement, ces deux-là. Ces deux-là les dégoûtaient. Ils leur ont donné à manger, puis mis dans le train. Et je me souviens, j'étais très impressionné parce que mon père était très strict, très autoritaire, il me terrifiait. Mais quand mon père les a emmenés à la gare, il a dit « Allez, on y va ». Le mec qui ressemblait à Jésus s'est levé. Il n'avait pas peur du tout. Il a traversé la pièce pieds nus et il m'a fait un clin d'œil. Quand mon père est revenu, il m'a fait la morale. « Tu vois, ce jeune homme, c'est un décrocheur. Il représente tout ce qui ne va pas bien dans la société. » Et je me suis dit « C'est ça que je veux être quand je serai grand. »
Parce qu'il est libre, il n'avait pas peur, il n'avait pas de chaussures. Ça a planté une graine, l'attrait pour la sous-culture, même si j'étais trop petit pour comprendre. Et quand j'ai commencé à lire à l'école, je lisais que des trucs de la sous-culture. Et je ne peux pas expliquer pourquoi j'étais plus Kerouac, Tom Wolfe, ce genre d'écrivain underground, plutôt que Shakespeare. C'était pas pour échapper à quelque chose. J'avais un désir profond d'explorer cet univers psychédélique. On pourrait dire un appel. Et donc j'ai commencé, tu sais, avec mes amis. On a tous commencé à prendre beaucoup de LSD et beaucoup de champignons, principalement ce genre de choses. Je veux dire, on prenait aussi des amphétamines et du cannabis. Et c'était... Tu vois, je marchais ici à l'instant et je sentais l'odeur du cannabis dans la rue, ce qui est moins courant à Paris que là où je vis à Londres. Londres, ça sent constamment la weed, tu vois. Et je viens à Paris depuis que je suis avec Mai, ça fait 10 ans maintenant. Et quand je suis venu pour la première fois, je me suis dit, waouh, cette ville ne sent pas la weed. Genre, ça sentait pas comme chez moi. Et maintenant, ça commence à changer ici, à mesure que les mentalités changent ou se relâchent, je suppose. Mais au début des années 80, c'était vraiment le Far West. C'était tellement une sous-culture. Et je pense que j'aimais faire partie de cette sous-culture. Les drogues, pour moi, représentaient l'appartenance à une tribu. Et j'en ai pris pendant environ 10 ans. J'ai arrêté à 28 ans. Et je me souviens que c'était pas difficile d'arrêter les drogues pour moi. Ce qui était très difficile, c'était de me détacher de cette tribu. Ce sentiment d'appartenance à une sous-culture était vraiment, vraiment dur à abandonner. Le sevrage des substances en soi n'a pas été si difficile. Tu as parlé du fait que tu avais été dans un groupe de rock, tu as fait partie de la contre-culture, tu as découvert ce que c'était l'ego, et ensuite tu as arrêté. Tu as cessé complètement de fréquenter ce milieu. Comment ça s'est passé? Pourquoi? Et tu es allé où en fait à ce moment-là et ensuite? Because I think I got into it in the beginning in an exploratory, inquisitive way, and after 10 years, I realized. Parce que je pense qu'au début, je m'y suis mis d'une manière exploratoire, curieuse. Et après 10 ans, je me suis rendu compte que c'était de l'évasion. C'était plus de l'exploration. C'était une façon de masquer des choses. Again, it was an instinct. One day, I woke up and I didn't take anything ever again. Et encore une fois, c'était instinctif. Un jour, je me suis réveillé et je n'ai plus jamais rien pris. Littéralement, un matin, je me suis réveillé et je me suis dit, tiens, voyons si je peux passer la journée sans rien prendre. Ma drogue de prédilection, c'était le cannabis. Je fumais de l'herbe toute la journée. Et ce jour-là, je ne l'ai pas fait. Et j'ai commencé à réaliser... Je peux y arriver. Et je crois que c'est devenu un défi. J'avais des expériences très intenses sous narcotiques et c'était génial. Mais ensuite, je me suis dit, en fait, ça me dérange. Je ne veux pas être dépendant de quoi que ce soit pour vivre une expérience. Je veux pouvoir vivre ça naturellement. Comme ça, j'ai le choix. Donc j'avais 28 ans et j'ai plus rien pris jusqu'à mes 50 ans. Puis à 50 ans, j'ai commencé à explorer les plantes médecines. Des médecines comme l'ayahuasca, l'iboga, le peyote, le bufo, enfin différents psychédéliques qui commençaient à émerger dans ce qu'on appelle aujourd'hui la renaissance psychédélique. J'en ai pas pris énormément non plus, mais c'était bien d'y revenir en étant plus âgé. Je me souviens de la toute première retraite ayahuasca à laquelle j'ai participé. Il y avait beaucoup de jeunes, des gens de l'âge que j'avais quand j'ai commencé à prendre des psychédéliques. Et il y avait un cercle de paroles après la première nuit. Ces jeunes disaient des choses comme « Waouh, c'était l'expérience la plus incroyable de ma vie. J'ai aucune idée de ce que ça voulait dire, mais c'était incroyable. » Et moi, je me suis dit « Eh bien, j'ai compris tout ce qu'on m'a montré. » Je ne l'aurais pas compris quand j'avais 20 ans ou 18 ans. Je savais que j'entrevoyais quelque chose, mais je n'avais pas encore l'expérience de la vie, de la sagesse, ou peu importe de ce qu'il faut pour vraiment intégrer ça. Et à 50 ans, j'étais capable de l'intégrer.
Je me souviens qu'on avait demandé au Dalai Lama ce qu'il pensait des psychédéliques et quelqu'un lui a dit « Est-ce que c'est une forme d'illumination instantanée ?» Et il a répondu « Oui, absolument », mais il a ajouté « À moins d'avoir fait 15 ou 20 ans de travail sur soi, méditation ou autre, tu ne pourras pas l'intégrer. Donc il n'y a pas de raccourci. » Alors j'ai compris qu'il fallait avoir un aperçu, puis aller travailler sur soi-même, parce que j'ai fait 20 ans de thérapie, et ensuite c'était pas... Tu vois, c'était encore une fois, tout me semble très instinctif. Je connaissais l'ayahuasca depuis 15 ans, c'était une pensée qui me revenait parfois, un jour je le ferai. Et puis un jour j'étais en train de méditer et j'ai eu cette certitude, c'est maintenant, fais-le maintenant. J'ai passé un coup de fil, j'y étais ce week-end-là. Et ça, ouais, ça m'a donné énormément de matière sur laquelle travailler. So yeah, you have this kind of intuition, like you're connected. Ouais, t'avais ce genre d'intuition, quoi, comme si t'étais connecté à quelque chose à l'intérieur de toi-même. Et tu dis aussi que tu as fait des années de thérapie. Comment t'es entré en thérapie pour la première fois? Pourquoi? Est-ce que tu as eu des résistances? Est-ce que c'est toi qui as décidé d'y aller? Comment? Je sais que c'est une question un peu intime, mais je suis curieuse. I mean, I'm an addict, and if you could cure me, I would say no. Je veux dire, je suis un addict, tu vois, et si tu pouvais me guérir, je dirais non, parce que tout ce que je fais, que ce soit faire un film, écrire un livre, faire de la thérapie, prendre des drogues, en réalité, j'ai plus de relation addictive avec les narcotiques aujourd'hui. Après ma première prise d'ayahuasca, j'en ai pas repris pendant 6 ans. J'ai vraiment eu le sentiment qu'on m'avait montré énormément de choses et qu'il me fallait beaucoup de temps pour digérer tout ça. Mais en moi, je suis très addictif. Et je pense que l'addiction, comme on le sait tous, ça a évidemment un côté très sombre. Et pour moi, il y a aussi quelque chose de très positif. Ça me rend très motivé, très investi. Tu sais, les gens ont tendance à voir les toxicomanes comme des gens paumés. Mais en réalité, il faut être assez organisé pour être un addict qui fonctionne au quotidien. Et avec la thérapie, c'était comme « Waouh, voilà la nouvelle drogue !» Tout un nouvel espace à explorer, à investiguer. Et bien sûr, j'ai pas seulement fait de la thérapie, je suis devenu thérapeute. J'ai fait 10 ans de formation. Ensuite, je me suis intéressé au tantra, puis au chamanisme, puis je suis revenu au psychédélique. J'ai un énorme appétit pour cette chose-là, celle qui m'a amené à l'acide au tout début. Comme je le dis, je prenais pas du LSD juste pour me défoncer. Je le faisais parce que j'avais lu Huxley et je voulais explorer les portes de la perception. Et ce qui est intéressant, c'est que je me souviens d'un de mes tout premiers trips. J'ai vu une porte. Elle m'a juste dit « Pas encore. Tu n'es pas prêt à passer cette porte. » Et c'est que lorsque j'ai eu 50 ans que j'étais prêt. Ah ouais, c'est incroyable, soit de voir la porte et de comprendre qu'il ne faut pas la traverser. Donc tu t'es spécialisé comme thérapeute pour les auteurs de violence, c'était le tout début. Pourquoi tu as fait ce choix et comment c'était en fait? J'ai fait ça parce qu'une opportunité s'est présentée. Quelqu'un avec qui je faisais ma formation m'a dit qu'il y avait un poste ouvert dans un projet sur les violences domestiques. Et juste pour dire un mot sur l'intuition, parce que j'ai beaucoup de troubles de l'apprentissage. Je ne suis pas académique, je ne suis pas intellectuel. Et ce que je commence à soupçonner, c'est que c'est peut-être comme quand on dit que les aveugles ont une très bonne ouïe, ou que les sourds développent un très bon odorat, ou quelque chose comme ça. Je me demande si, en compensation, j'ai pas développé davantage mon intuition parce que je ne suis pas très bon dans les apprentissages classiques. Donc je pense qu'intuitivement, même si j'avais un peu peur, même si j'étais très novice, tu vois, ça faisait qu'1 an que je me formais, ils avaient leur propre programme de formation, donc ils m'ont formé pour animer ces groupes. J'étais très effrayé, mais intuitivement je me suis dit, il faut bien commencer quelque part. Et au final, c'était un bon choix. Les gens me disaient souvent, waouh, t'es allé vraiment loin, direct. Et en fait, c'est pas vrai à bien des égards. Parce qu'on n'a pas besoin d'être un très bon thérapeute pour travailler dans le domaine des violences domestiques. Le problème est évident, il la frappe, fin de l'histoire.
Comment travailler avec ça, c'est un peu plus complexe, même si c'est assez formaté. Et on m'a appris cette formule qui était relativement simple et de nature psychoéducative. Mais comparé au travail que je fais aujourd'hui, c'était vraiment très basique. Je pense que plus on devient sophistiqué dans ce qu'on appelle la thérapie, plus ça devient difficile. Beaucoup du travail que je fais maintenant consiste à parler avec des gens de ce qui n'est pas arrivé plutôt que de ce qui est arrivé. Et ça, c'est vraiment difficile. Et même si c'est un peu cru, un peu dur à dire, si quelqu'un a été violé ou abusé, le travail est facile pour moi. Je veux pas dire que c'est facile à vivre, pas du tout. Mais le problème est évident, c'est clair. Alors que si tu as été négligé de façon invisible, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous dans une certaine mesure, sans que personne n'ait voulu mal faire, c'est bien plus difficile de comprendre ce qui nous a affectés, ce qui nous a façonnés. Donc je pense que c'était un bon travail pour moi au départ. C'était effrayant, c'était menaçant et ça m'a un peu... disons qu'aujourd'hui, il en faut beaucoup pour me faire peur. J'imagine, oui. Et ce que j'entends, c'est que c'était des thérapies de groupe, et c'est une de tes spécialités maintenant, le groupe. Donc c'était le début d'un long parcours, et ensuite tu t'es aussi spécialisé dans la gestion de la colère, c'est bien ça? Et peut-être aussi dans la sexualité. Comment ça s'est passé? Pourquoi tu as choisi ce chemin? Je veux dire, j'ai eu une chance incroyable avec les opportunités qui se sont présentées. Parce que j'ai travaillé sur les violences domestiques et oui, c'est assez extrême. Mais j'ai eu plus d'expérience en thérapie de groupe que mes pairs. J'ai commencé jeune, j'avais 28 ans quand j'ai commencé ma formation. Donc j'avais probablement 30 ans quand j'ai commencé à travailler sur les violences domestiques. Mais comme j'avais cette expérience, on m'a proposé ensuite de faire un travail de groupe sur les questions de sexualité, tout aussi difficile, et j'ai été formé pour ça. En même temps, la gestion de la colère était un sujet important. Tu sais, il faut toujours se rappeler que la thérapie, c'est aussi un business. Il y a toujours un mot à la mode, un sujet tendance. À cette époque, c'était la gestion de la colère. Comme j'avais travaillé en prison, avec des délinquants violents, j'étais un choix évident pour aider des gens dans ce domaine. Et c'était un bon travail. Je me souviens du responsable du centre où je me suis formé et où je suis devenu formateur. Je me souviens qu'il disait, si tu fais de la gestion de la colère, du travail sur la sexualité et sur la violence, tu vas te faire énormément critiquer. Les gens vont beaucoup t'attaquer. Rien ne te fera plus peur une fois que tu es passé par là. C'était vrai, ça a été vraiment intense pendant quelques années, mais je savais que c'était peut-être parce que, c'est bien aussi complexe, je vais essayer de te simplifier, beaucoup de thérapeutes ne font pas de thérapie de groupe, ils ont l'air d'en avoir peur, ou peut-être qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas eu la chance, eux, d'avoir les opportunités de formation que j'ai eues. C'est certainement moins courant que la thérapie individuelle. Mais pour moi, d'où ça vient? Tout vient d'une blessure. Et dans ma famille d'origine, je pense que j'essayais de maintenir la famille unie. C'était ma formation initiale. Ensuite, ça a été une transition assez facile à faire. Donc les groupes que j'anime aujourd'hui, par exemple, un des groupes existe depuis 25 ans, un autre depuis 22 ans. Je crée un peu des familles. Je ne fais pas de thérapie de groupe au sens conventionnel. C'est thérapeutique, mais ces groupes font partie intégrante de la vie des gens, tu vois. Ils reviennent pendant des années et des années. C'est ça qui me passionne. C'est surtout des groupes d'hommes, même s'il y a aussi des groupes mixtes. Tu as réalisé ce documentaire avec Maiwa qui s'appelle Make Me a Man, où on suit certains d'entre eux. Et la phrase que tu utilises au début du film, c'est « Porter un masque est la première leçon dans le processus de socialisation ». C'est une citation de Bell Hooks. Alors c'est quoi ce masque? Et aussi je voulais te demander, parce que tu diriges tous ces groupes d'hommes, comment vont les hommes aujourd'hui? Oh mon Dieu, c'est une énorme question. Les gars avec qui je travaille vont bien, je sais pas pour les autres. Juste pour parler des groupes d'hommes, je pense
C'est un sujet controversé, tu sais, parce que après on entre dans des questions de genre. Moi, je suis pas vraiment intéressé par le genre. Je me souviens quand j'ai rencontré Mai, elle était vraiment surprise. Elle pensait qu'on allait passer du temps à parler de masculinité. En fait, on parle jamais de ces choses-là. On essaie juste d'être des meilleures personnes. Mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles je fais des groupes d'hommes, c'est que les hommes sont moins enclins à chercher des groupes. Et quand ils le font, il y a des règles très strictes, comme parler de foot, et c'est tout. Vraiment le sport, même quand j'anime un groupe, par exemple une séance de 3 heures, on fait une pause thé au milieu. Ils parlent de choses profondes, émotionnelles, douloureuses, puis ils prennent un thé, parlent de foot et reviennent. Je pense qu'on brise une sorte de truc imposé par la société. Ces règles sociales implicites, invisibles, dont la plupart d'entre nous ne réalisent même pas qu'on les suit. Je pense que les femmes ont des règles différentes. Elles communiquent davantage, elles ont plus tendance à avoir des amis avec qui elles parlent intimement de leurs problèmes, ce que les hommes ne font pas. Je pense qu'on commence à le faire, mais c'est lent. On est encore très en retard, donc créer des groupes, c'est un peu comme des constructions préfabriquées. C'est nécessaire pour moi. J'ai animé un groupe de femmes pendant un certain temps, parce qu'elles sont venues me voir et m'ont dit « On est jalouses, on aimerait faire partie d'un de tes groupes. Peux-tu en animer un pour nous ?» Ce que j'ai fait, et j'ai trouvé ça super, mais ça n'a pas duré longtemps, peut-être 3 ou 4 mois. Je dirais qu'environ 30 à 40% des hommes avec qui je travaille ont été victimes d'abus sexuels, alors que toutes ces femmes avaient été abusées sexuellement, ce qui, je pense, reflète la société. Ce n'était pas une coïncidence. Et la différence était vraiment marquée. Les hommes avec qui je travaille et qui ont été abusés ont été séduits. Et pour la plupart d'entre eux, le travail consiste à leur faire comprendre, ce qui fait aussi partie de mon histoire personnelle, leur faire comprendre qu'ils ont été abusés parce qu'ils ont été séduits par quelqu'un qui était une sorte d'ami spécial, blablabla. Alors que les femmes, elles, avaient été violées ou agressées violemment. C'était donc vraiment difficile pour elles de travailler là-dessus, parce qu'elles venaient au groupe, l'une d'elles parlait d'un viol ou d'une agression, ce qui traumatisait toutes les autres. Elles repartaient en miettes pendant plusieurs jours, puis revenaient 2 semaines plus tard, et c'était la même chose. Après environ 3 mois, elles m'ont dit « On peut juste pas continuer comme ça ». Ce que je pense était approprié pour elles. Elles avaient besoin d'une approche beaucoup plus lente et subtile, à mon avis. Alors que moi, avec les hommes, j'essayais de forcer la porte, tu vois. Je me suis un peu égaré. Je me souviens même plus de ta question maintenant. Comment vont les hommes, tu dis? Ouais. Je sais pas pour les hommes. Je suis très préoccupé par beaucoup de choses quand je vois dans les médias ce genre de trucs, de la manosphère et Andrew Tate. Pendant un moment, ça me déprimait un peu parce que, à ma toute petite échelle, je pensais qu'on faisait des progrès. Et puis je vois des choses qui ressemblent plus aux valeurs de la génération de mon père. Après des hommes comme Andrew Tate, je peux me dire idiot, je peux rejeter ça. Ma fille m'a envoyé une capture d'écran. J'ai 2 filles et l'une d'elles m'a envoyé une capture d'écran de jeunes femmes qui répondent à des hommes comme ça en disant « Oui, on veut ça, on veut être des épouses à l'ancienne et on adore ce que vous faites. » Ça m'a foutu les jetons, je me suis dit « Merde, je pensais que c'était juste les hommes le problème. » Mais en fait, les tradwives, c'est comme ça qu'on les appelle, non? Je pense que ce sont pas seulement les hommes qui veulent revenir à cette vieille manière patriarcale et misogyne. Et ça me déprime un peu, moi qui ai consacré 30 ans de ma vie à essayer de changer les choses. Mais tu sais, ces choses-là prennent des générations pour osciller d'un côté puis de l'autre. Mais je suppose que ça doit être très satisfaisant de voir les hommes se transformer dans tes groupes. Et comme dans le film, c'est vraiment émouvant de voir à quel point c'est difficile pour eux de parler d'eux-mêmes, d'être intimes. J'ai même eu les larmes aux yeux parfois, tu sais, je les regardais avec mon partenaire et on était vraiment très touchés. C'est tellement rare de voir ce genre d'espace. Donc je suppose que pour toi, ça doit aussi être satisfaisant. Donc je suppose que pour toi, ça doit être aussi satisfaisant d'être témoin de ce mouvement. This movement, like. Yeah, it's hugely satisfying. I mean, that's a large part of why I like to work long term with people.
Oui, c'est extrêmement satisfaisant. C'est une grande partie de la raison pour laquelle j'aime travailler à long terme avec les gens. C'est un élan très égoïste de ma part. Pas nécessairement un égoïsme négatif, mais avec les retraites que tu as vues dans mon dernier film, j'ai arrêté de faire des retraites publiques. Maintenant, je fais que sur invitation parce que j'ai réalisé que je pouvais organiser nos retraites au Népal ou au Royaume-Uni ou ailleurs, avoir 25 personnes puis ne plus jamais les revoir. Et c'est pas ce qui me passionne. Je veux faire partie du voyage. Je reviens justement d'un long week-end avec une quinzaine de personnes issues de différents groupes que je dirige. Et je veux dire, j'ai presque pas eu besoin d'ouvrir la bouche parce qu'ils sont tellement bons, ils sont tellement experts à leur manière. J'avais aucun plan précis pour ces 3 ou 4 jours. On s'est juste assis, on a parlé pendant 3 jours et demi et on est allé vraiment très loin, c'était profond. Et c'est ça qui me motive. Tu peux travailler avec moi individuellement et, espérons-le, on peut faire du bon boulot, mais si tu rejoins un groupe sur le long terme, il y a des gens dedans qui travaillent depuis 25 ans. Ils ont autant d'expérience que moi, chacun à leur manière. Ils verront des choses que j'ai ratées. Tu sais, chaque thérapeute a ses angles morts. Mais dans un groupe, le truc, c'est que quelqu'un va remarquer quelque chose que j'ai manqué. Je me dis, mince, j'aurais dû voir ça. Mais quelqu'un l'a vu. C'est un espace très puissant pour évoluer parce qu'on peut vraiment pas tricher. Pour revenir au masque, tu as dit qu'on avait une culture où le mensonge s'est normalisé. Donc pour déconstruire ça, ça doit pas être simple, c'est difficile. Comment tu fais? Est-ce que tu as des étapes par lesquelles tu passes? Tu as peut-être relevé ça de quelque chose que j'ai dit lors de la séance de questions-réponses l'autre soir. Je pense que je l'ai dit parce que Mai m'a demandé, il y a quelques mois, si j'étais motivé par le souci des autres. Tu sais, prendre soin des gens. Si c'était la vraie force motrice de ma carrière. Et j'ai répondu, pas du tout. Je dois bien sûr prendre soin d'eux, mais c'est pas ce qui me motive. Ce qui me motive, c'est que je veux être dans des relations où le contrat implicite, c'est qu'on va dire la vérité. Pour moi, c'est un environnement très, très sécurisant, guérisseur et authentique. Je n'aime pas parler de façon superficielle, comme dans une conversation de socialisation où tout le monde sait que c'est... Je ne veux pas critiquer, mais c'est juste pas pour moi. Je sais pas faire la conversation polie, je suis nul à ça. Et même quand je me formais, je me souviens qu'on me disait « Jerry, t'es incroyable dans les groupes, tu peux vraiment aller profondément, mais t'es vraiment mauvais pendant les pauses café, tu dois apprendre à faire de la conversation sociale. » C'est un truc que j'ai jamais vraiment maîtrisé. Mais ce que j'adore dans le rôle que j'ai, c'est que ceux à qui je parle me disent « Bon, disons la vérité, d'accord ?» Et ça me vient d'avoir grandi dans une famille de faux semblants. Tu sais, les manières anglaises, les règles et l'étiquette, qui étaient pour moi un tel mensonge. Une grosse partie de cette société de classe moyenne et de classe plus haute. Je pensais que c'était un tel mensonge en Angleterre, tu sais, ce bullshit du stiff upper lip, la lèvre supérieure raide, l'attitude britannique de garder son calme. Donc je suis vraiment motivé par le désir d'être dans... Pour moi, c'est une question de sécurité. Tu sais, si on va dire la vérité, je sais à quoi je m'attends. Si on va se raconter des conneries, alors j'ai peur. Et je pense que la culture dominante est allée dans l'autre sens. C'est plus comme à l'époque de la première administration Trump où tout le monde était sous le choc. Oh mon Dieu, mais tu crois qu'il a dit ça ? On ne voit plus ça autant maintenant parce que je pense que ça s'est normalisé. On en est venu à accepter que Starmer, Macron, Trump, peu importe qui, ils vont juste mentir. Et c'est comme « Oh, mais tu sais, c'est juste Trump ». C'est ce genre de réponse « Oh, mais c'est juste Trump ». Mais non, c'est du mensonge. Tu mens comme partie intégrante de ta stratégie politique. Et ça me fait flipper que ce soit devenu... Peut-être que ça a toujours été comme ça, mais
ils sont juste plus très bons à ça. Et je pense que depuis le tournant de ce siècle, ces 25 dernières années, c'est ce que j'ai vu. Quand j'étais plus jeune, peut-être que j'étais naïf, mais il me semblait qu'il y avait un certain degré de vérité qui était dite. Ça a disparu, je sais pas. Peut-être que je me suis juste fait avoir et que ça a toujours été un tas de conneries. En même temps, au moins, toi, en tant que thérapeute et en tant qu'être humain, tu prends la direction opposée. Et dans le film, tu montres ta vulnérabilité. Mon partenaire, après l'avoir vu, m'a dit à quel point ça avait été réparateur et apaisant pour lui de voir un homme dire qu'il a fait quelque chose de mal, de le dire, de l'accepter, de le reconnaître. Ça lui a vraiment fait du bien et à moi aussi. Tu sais, il y a beaucoup d'histoires d'abus, d'enfants, de femmes, mais on voit jamais un homme dire « Je suis désolé, j'ai fait ça, je suis désolé ». Il n'y a pas un seul homme qui dise d'abord « J'ai abusé de quelqu'un » ou « J'ai fait du mal à quelqu'un » et qui dise ensuite « Je suis désolé, j'ai merdé ». Pourquoi c'est si difficile à admettre et comment s'est passé ton propre chemin vers cette vérité? C'est une très grande question et c'est une très bonne question. J'y ai beaucoup réfléchi, tu sais. Je voterais pour quelqu'un qui dirait « Je crois que je me suis trompé ». T'imagines? Me too. Je veux dire, on n'entend jamais ça. C'est fou, non? Je pense que c'est profondément culturel, non? Et je suppose que ça s'enroule autour de cette idée masculiniste qu'il faut toujours avoir raison. Je crois que c'est une des choses qu'on impose vraiment aux hommes. On doit toujours avoir raison. C'est une partie très profonde du système, ne jamais admettre l'échec, ne jamais admettre qu'on a tort. Pour moi, c'est terrifiant parce que si je me mets dans cette position, alors il faut que je me batte, que je sois combatif. Je suis dyslexique et j'ai découvert que je dirigeais beaucoup de groupes sur la sexualité qui étaient très psycho-éducatifs avec beaucoup de biologie, que quand on me posait des questions sur une partie de l'anatomie ou autre, chose pour laquelle je suis vraiment nul, je bloquais complètement, je devenais blanc, j'avais presque une attaque de panique en me disant « Mon Dieu, je me souviens même plus de mon propre nom maintenant ». Et j'ai réalisé que la bonne issue pour ça, c'était de dire « J'en ai aucune idée. Est-ce que quelqu'un d'autre sait ?» Et là, je me suis dit « Waouh, quelle humilité de dire « Je ne sais pas ». Et puis je me suis dit que dire « En fait, je me suis trompé », on ne peut plus t'attaquer. Tout est une question de sécurité pour moi. C'est comme la transparence. Je le dis souvent, la transparence, c'est un super pouvoir. J'ai eu un thérapeute très névrosé pendant un moment. Il était plus névrosé que moi. Je me souviens lui avoir dit à un moment « Je veux écrire un livre ». Et il m'a répondu « Tu peux pas écrire un livre ». Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit « À cause de toutes les mauvaises choses que tu as faites, toutes les drogues que tu as prises, tu as trompé ta première femme, tu as eu liaison, blablabla. Tu peux pas écrire un livre, tu seras sur Amazon et les gens mettront des commentaires du genre « C'est la personne qui a fait toutes ces conneries, hein, tu seras détruit ». Et là, je me suis dit « Putain, j'y avais pas pensé ». Du coup, j'ai pas écrit de livre. Et puis, quelques années ont passé et je voulais toujours écrire un livre. Et j'ai eu ce moment où je me suis dit « Eh bien, si je dis simplement tout le mal que j'ai fait et que je le mets dans le livre, alors si quelqu'un écrit sur Amazon, c'est le thérapeute qui a fait toutes ces choses, je pourrais répondre « Oui, c'est dans le putain de livre. Donc tu peux pas m'atteindre, tu vois ?» Je trouve cette culture du secret complètement folle parce que si tu caches des choses, tu passes ta vie à fuir. Moi, j'ai une approche très directe, très transparente, parce que je veux pas être pris en défaut. Il n'y a pas de secret, tu vois.
Et je crois à la vie privée. C'est différent. Il y a certaines choses que je ne partagerai pas, soit parce que je veux les garder pour moi, soit parce que je ne pense pas que ce soit utile. Quand on est dans un rôle thérapeutique, il faut être attentif à l'impact que ça peut avoir sur les gens. Parfois, je suis sans doute pas aussi réfléchi que je devrais l'être. Mais je préfère faire une erreur en disant trop que de me cacher. Puis tu sais, l'endroit où je me suis formé, j'ai dit que j'avais eu beaucoup de chance avec ces opportunités. Ils étaient tous complètement cons. Ça m'a tellement appris parce qu'il y avait vraiment cette culture du « nous sommes les meilleurs thérapeutes du monde, nous sommes des gens évolués, nous sommes éclairés ». Et plus je les connaissais, plus je rentrais dans leur cercle sacré, plus je me disais « vous êtes tous complètement tarés ». C'était une véritable arnaque. Ça m'a vraiment inspiré à devenir, tu sais, je l'écris pas vraiment comme ça, mais autant je peux être le thérapeute le plus dangereux, je suis le thérapeute le plus paumé, parce que je veux pas être sur un piédestal. Je veux pas que les gens projettent sur moi l'idée que j'ai tout compris, que je suis guéri. On est juste en chemin, ensemble. Et si tu viens travailler avec moi, tu ferais mieux d'espérer que je sois aussi bousillé que toi, parce que comme ça, je peux avoir de l'empathie. Par exemple, je suis pas génial avec les troubles alimentaires parce que j'en ai jamais eu. Je suis un peu vulnérable là-dessus, même si évidemment je travaille aussi avec ça. Mais si tu veux travailler avec moi sur les difficultés d'apprentissage, sur la dépendance ou sur ce genre de choses, là je suis très bon parce que je suis passé par là. Idéalement, je suis juste un peu plus loin sur la route que toi, mais c'est tout. Ça m'amène à la question que je voulais te poser sur la question du pouvoir. En tant que thérapeute, tu peux avoir beaucoup de pouvoir. Tu disais même que les thérapeutes sont les nouveaux prêtres et que ça peut être vraiment dangereux. Et on le voit, par exemple, dans un stage ou une retraite, dans ce contexte, les gens sont tellement vulnérables, il y a tellement d'histoires à ce sujet. Alors oui, comment faire pour équilibrer le leadership, qui est vraiment important, parce qu'on le voit dans le film. Il y a un leadership, mais c'est un leadership doux, enfin je veux dire fort et doux à la fois, je sais pas trop comment le décrire, mais c'est ce que je ressens en tout cas. Et comment tu balances toi-même leadership et pouvoir? Je veux dire, tu as presque répondu à la question, mais c'est un gros enjeu dans le monde de la thérapie. First of all, you have to deal with any D'abord, il faut régler tous les problèmes de domination en soi. Tu sais, tu assumes cette position de pouvoir et c'est toujours une chose délicate. Mais quand on fait un film, tu sais, et qu'on fait traverser aux gens un travail vraiment profond, transformateur et difficile, on se demande un peu si on joue pas à être Dieu, tu vois. Et je pense qu'il faut se poser cette question. Donc l'humilité dans le leadership est essentielle. J'ai aussi un ami qui était en Afghanistan. Je l'ai écouté dans un podcast où il parlait de leadership. Il disait qu'au Moyen-Âge, le roi menait ses troupes au combat. Maintenant, les leaders sont dans un préfabriqué quelque part en Amérique à diriger des drones au Moyen-Orient. Tu vois, les leaders ne sont plus au front. Donc je pense que c'est un bon modèle. Si tu vas te mettre en position de leader, je conduirai jamais quelqu'un quelque part où je suis pas allé moi-même, où je suis pas prêt à aller. Mais je pense que c'est ça. Le pouvoir et le leadership ne veulent pas dire être plus grand ou meilleur. Donc tu vois, cette idée d'être transparent et de démonter ça. Je ne veux pas être sur un piédestal, c'est terrifiant pour moi aussi. Parce que si je suis sur un piédestal, il n'y a qu'une seule direction possible, c'est la chute. Donc j'essaye toujours d'égaliser la relation. Et alors, qu'est-ce qu'un leader? Eh bien, très important dans certaines situations, mais un plombier est très important quand tu as une fuite d'eau. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que toi ou que tu es meilleur que lui. C'est juste une personne qui a une compétence particulière. J'aime travailler collectivement, mais c'est pas différent d'être sur un bateau. Il y a quelqu'un qui s'occupe des voiles, il y a quelqu'un qui cuisine la nourriture, il y a quelqu'un qui dirige le navire. Parfois, c'est moi qui dirige le navire. Mais même ça, c'est pas toujours. Je peux passer la main à quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'il faut bien connaître nos rôles. Un ami m'a dit il y a des années,
T'as tellement de personnes dans ton équipe, pourquoi tu fais ça? Tu pourrais gagner tellement plus d'argent si tu avais moins de monde. Parce que normalement, j'ai une équipe d'environ 10 personnes avec qui je travaille depuis longtemps. Et j'ai répondu oui, je pourrais gagner beaucoup plus, mais c'est là où j'aime dépenser mon argent, c'est sur ces personnes. Tu sais, ça met tout le monde en sécurité parce que le pouvoir est réparti. Il y avait un groupe, mon groupe de 25 ans, il y a environ 10 ans, comme une expérience, j'ai dit « Je veux rejoindre le groupe, je veux qu'on devienne un collectif. » Et ils étaient d'accord. J'ai été dans le groupe pendant environ 6 mois, et tu sais, ça a causé toutes sortes de désordres. C'était le chaos. Au bout d'un moment, j'ai dit « Je pense pas que ça marche. » Et ils ont répondu « Ouais, non, on a vraiment besoin d'un leader. » Parce que je suis entré en pensant « Ok, je dois être un modèle maintenant, montrer comment on s'effondre. » J'ai même fait une crise de nerfs et ils ont dit « Non, papa s'effondre. » That's too much. C'est trop. Mais tu sais, oui, je suis retourné dans le rôle de facilitateur. Mais ils savent beaucoup de choses sur moi et je pense que... Oui, l'humilité, ça serait l'ingrédient clé. Talk a lot about helping people go visit their shadows. Alors tu parles beaucoup d'aider les gens à aller visiter leurs ombres, leurs parts d'ombre. Est-ce qu'on peut parler de ça parce que je sais à quel point c'est transformateur et j'aimerais un peu partager à ce sujet sur les ombres, le fait d'y aller sans avoir peur, au contraire justement. Il y a beaucoup de thèmes dans cette conversation, n'est-ce pas? On parle de ces leaders qui nous mentent. Moi, je pense qu'ils mentent parce qu'ils ne peuvent pas faire face à leur propre ombre. Du coup, tu deviens de plus en plus bidimensionnel. À un moment, il faut arrêter d'essayer d'avoir toujours raison. Trump, par exemple, il se vante toujours et parle de combien il est incroyable. Je suppose qu'ils ont tous leur version de ça. Mais tu ne peux aller que jusqu'à un certain point si tu veux évoluer personnellement. Quand j'avais 28 ans, j'avais vraiment besoin que quelqu'un me dise que j'étais bien, que j'avais des qualités, parce que j'avais grandi en me sentant juste nul. Et ça, c'était vraiment important pour renforcer ma confiance et me faire me sentir mieux. Ça, pour moi, c'est le point de départ évident de tout chemin thérapeutique. Mais ensuite, il faut aller au-delà. Sinon, tu sais, on a vu ça. Je ne sais pas si vous avez le même vocabulaire en France, mais en Angleterre, aux États-Unis, on parlait du nouvel homme. Tu sais, soudainement, les hommes devaient être gentils tout le temps, les nice guys. Et je pense que c'est très dangereux, parce qu'alors tu joues un rôle vraiment. Tu creuses pas vraiment, tu sais. Tout le monde a son égoïsme, sa cupidité, ses pensées méchantes, ses jugements, le potentiel de violence. Je veux dire, on est fait pour la violence, pour tuer, pour fournir de la nourriture, pour la bataille ou la défense. Ça fait partie de nous. Ça sert à rien de dire « je suis un gentil gars ». Et cette part de toi qui explose soudainement dans les embouteillages, tu la mets où? Comment t'expliques ça? Oh, c'est pas vraiment moi. Mais si, c'est toi. C'était personne d'autre. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment dû affronter quand je travaillais dans la violence domestique. Les gens disaient « Oui, je suis pas une personne violente, c'est juste que elle me pousse à bout. » Ou « Ça arrive que quand je suis ivre. » Eh bien, si c'était vrai, tout le monde deviendrait violent en buvant. C'est ta violence qui sort quand tu es désinhibé, ou c'est ta violence qui sort quand tu es dans la circulation et que tu te sens menacé ou territorial. Je parle pas de gens qui sont de mauvaises personnes, je parle... Tu sais, c'est la citation de Carl Jung qu'on utilise au début du film. Veux-tu être bon ou entier? C'est ça le choix. Tu veux être une bonne personne, un bon garçon, une gentille fille? Ok, bonne chance. Tu vas devoir dépenser beaucoup d'énergie à te cacher de certaines parts de toi-même. Ou alors tu veux être quelqu'un d'entier? Quelqu'un d'entier, c'est parfois quelqu'un qui est un peu casse-pied. Mais si tu as de l'humilité, tu peux dire pardon. Et si tu as assez d'estime de soi, tu sais, c'est un peu une idée bouddhiste. Le Bouddha disait,
Observe-toi avec amour, aime-toi et regarde. Regarde simplement. Je pense que si tu as assez d'amour-propre, tu peux te dire « Waouh, qu'est-ce que Jerry a fait là, juste maintenant ?» C'était une réaction vraiment pourrie. Plutôt que de penser « Oh mon Dieu, je suis une personne horrible, je vais juste ignorer ça, faire semblant d'être gentil. » Être curieux, c'est probablement la chose la plus importante que j'ai apprise. Tu sais, c'est vraiment intéressant. Je viens d'exploser dans cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé pour créer cette réaction en moi ? Qu'est-ce que je dois faire pour mieux comprendre, pour que ça ne se reproduise pas ? Et ça, c'est un travail de toute une vie, non ? Oui. On n'arrive jamais vraiment au bout. Pendant la séance de questions-réponses du film, tu as dit un truc du genre « On n'a pas de rituel dans cette société pour passer de l'enfance à l'âge adulte. Du coup, on est des enfants qui faisons semblant d'être adultes. » Et je suis assez d'accord et je me suis beaucoup questionnée sur ce manque de rituels. Est-ce que toi, tu crées tes propres rituels d'une certaine façon dans ton travail ? J'aimerais pouvoir te dire que oui, de manière structurée. Je veux dire, la plupart des choses dans nos retraites sont en quelque sorte des rituels de mort/renaissance qui amènent des gens à se concentrer sur qu'est-ce que je dois laisser derrière moi pour avancer dans ma vie. Mais je suis encore en train de rattraper mon retard. Je pense que j'ai commencé à me sentir adulte dans la cinquantaine, tu vois, et avant ça, j'étais vraiment perdu parce que je me disais pourquoi ça s'est pas encore produit ? Je pensais que ça arriverait. Et je pense pas que l'âge adulte soit quelque chose qui arrive, à moins d'avoir vraiment de la chance. Je pense qu'autrefois, on avait des processus d'initiation. Et quelque part en chemin, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas vraiment étudiant en profondeur, mais quelque part, on a perdu ça. Et je m'attendais à ce que ça arrive à 18 ans, mais c'est pas arrivé. Je me suis dit, bon, peut-être à 21 ans. Et c'est toujours pas arrivé. Ça a vraiment jamais semblé arriver. Alors je me suis dit, ok, mince, il faut que je continue ma vie, que je paye mon prêt, que je trouve un boulot. Mais à l'intérieur, je me sentais tout petit, effrayé, je faisais juste semblant. Puis j'ai réalisé que j'étais pas seul. Tu sais, quelle est la critique principale qu'on fait à Trump, qui se comporte comme un putain d'enfant ? Non, il se comporte pas comme un enfant, c'est un enfant. C'est un homme avec de graves problèmes de développement. Voilà la vérité. Et c'est pas si rare. C'est un personnage particulier. Mais il fait que représenter une société immature. Je pense qu'il y a beaucoup d'immaturité dans notre monde parce qu'on n'aide pas les gens à mûrir. Moi, je ne travaille pas avec des enfants, c'est pas mon domaine, mais je travaille avec des adultes. Et il n'est jamais trop tard pour grandir, non ? Donc je travaille avec des gens pour les accompagner à travers des épreuves et des défis où ils se rencontrent eux-mêmes et disent « Waouh, je suis capable, j'ai réussi quelque chose ». Tu vois ça dans le film. Il y a une personne qui a peur du noir et à la fin, elle arrive à affronter cette peur. Quelque chose en elle a mûri en s'y confrontant directement. Si tu regardes l'histoire des rituels d'initiation, c'est toujours à travers un défi. Il y en a de vraiment extrêmes, qu'il n'y a pas moyen de faire. Ça implique des mutilations du corps, comme se couper les doigts, ce genre de choses. Mais l'un des plus émouvants que j'ai entendu, c'était dans une tribu amérindienne, je me souviens plus de laquelle, ils avaient des rituels différents pour les garçons et les filles. Quand un garçon atteignait la puberté, il était emmené dans la forêt, les yeux bandés, et laissé assis sur un tronc toute la nuit dans le noir, seul dans la forêt. On pouvait entendre les animaux, les créatures qui rampent, tout ça. Il n'avait pas le droit de bouger. Le matin, il venait lui enlever le bandeau, et son père était assis sur l'arbre à côté. C'est tout ce qu'il fallait faire. Le garçon l'a fait, il a prouvé qu'il pouvait le faire, puis il a enlevé le bandeau, et il voit que son père était là tout le temps. Ah oui, c'est incroyable. Et à propos des rituels, comment s'est déroulé ton parcours, enfin disons après tes 50 ans, avec les plantes médecines ? Et qu'est-ce que tu as appris à travers ce type de rituel ? Le fait d'accepter, tu sais, qu'il y a une intelligence plus vaste qui te guide à travers tout ça. Bien comme j'ai dit, c'est quelque chose vers lequel je suis revenu, plutôt que j'ai découvert de manière plus cérémonielle. Quand j'étais dans la vingtaine, c'était le chaos vraiment.
prenait tout ce qu'on pouvait trouver, sans structure, sans cadre, ce qui en soi avait une certaine valeur. Je pense que ça m'a... Oui, d'une certaine manière, ça m'a politisé. Ça m'a poussé à regarder la structure du monde, à me demander qui le dirigeait, et peut-être un peu radicalisé dans ce sens-là. Mais à l'époque, c'était une approche tournée vers l'extérieur. Quand j'ai eu 50 ans, c'était un voyage beaucoup plus intérieur, tu sais. On entend souvent cette phrase, l'ayahuasca, c'est 10 ans de thérapie en une nuit. Et d'une certaine manière, c'est vrai, mais comme le dit le Dalai Lama, tu dois quand même intégrer ce que tu vis. Tu parcours pas réellement 10 ans en une nuit. Mais je me suis rendu compte qu'à 50 ans, j'avais fait plus de 20 ans de thérapie et que ça m'avait été très utile. Mais qu'il y a des limites à tout. Il y a des limites aux plantes médecine, comme il y a des limites à la thérapie par la parole. Et il y avait des blocages que j'arrivais pas à dépasser avec une thérapie classique. Et je me suis senti peut-être assez évolué ou assez courageux ou assez désespéré pour briser certaines de ces barrières, ce que les plantes m'ont permis de faire. Parce qu'au fond, quand tu parles à un thérapeute, on peut tous, consciemment ou pas, ériger des barrières dès que quelque chose devient trop douloureux. Et c'est très difficile de percer au-delà de ça. Et la plupart du temps, tu ne te rends même pas compte que c'est ce qui se passe. Et quand tu prends une plante médecine, tu as très peu de chances de pouvoir t'éviter toi-même de la même manière. Et j'ai trouvé ça incroyablement puissant de plonger profondément dans mon inconscient. Et je ne sais pas si j'aurais jamais pu aller aussi loin avec une thérapie par la parole traditionnelle. L'année dernière, par exemple, je suis allé au Pérou pour une dieta de 11 jours dans la jungle. Et lors de la dernière nuit, nous avons bu la médecine. Et je crois qu'au moment où je me levais, à la fin de la nuit, c'est comme si elle m'avait dit « Au fait ». Et là, ça m'a frappé. Quelque chose que j'avais jamais vraiment compris de toute ma vie. Et c'était d'une subtilité extrême. Tu sais, en thérapie, on cherche souvent le drame. Et c'est difficile de travailler sur ce qui est très très subtil. Alors même si la médecine des plantes semble être quelque chose de spectaculaire, en réalité, elle m'a aidé à travailler à un niveau incroyablement fin. Et elle m'a dit en quelque sorte, au fait, ton traumatisme est très difficile à identifier parce que tes parents t'aimaient et prenaient soin de toi. C'est juste qu'ils ne voulaient pas de toi. Et j'ai eu comme une révélation. Ah oui, c'est vrai. Je sais qu'ils m'aimaient. Je sais qu'ils se souciaient de moi, qu'ils étaient très attentifs. Mais j'étais pas l'enfant qu'ils voulaient. Ils voulaient quelqu'un d'autre. Et j'ai ressenti une immense compassion pour eux, dans un sens très sain. Je me suis dit, wow, vous vouliez ce petit garçon qui jouerait au rugby pour l'Angleterre, qui deviendrait avocat ou médecin, et à la place, vous avez eu moi. Alors j'ai ressenti de la compassion pour eux parce que je me suis dit, quelle déception, ça a dû être dur. Et j'ai ressenti de la compassion pour moi aussi parce que je ne suis jamais devenu celui qu'ils espéraient, mais ils avaient projeté sur moi quelque chose de très très fort, comme je suppose tous les parents le font dans une certaine mesure. Voilà le genre d'enfant que je voudrais avoir. Simplement, eux, c'était très rigide. Et donc à chaque fois que je rentrais pas dans le moule, ce qui arrivait tout le temps, ils me donnaient des médicaments, ils m'envoyaient voir des psychiatres pour essayer de faire de moi le garçon qu'ils voulaient que je sois. Et j'y arrivais juste pas. Parce que moi, je voulais être comme Jésus, pieds nus, tu vois. Alors ce genre de compréhension, je ne crois pas que j'aurais pu y accéder par la thérapie parlée. C'était trop subtil, trop délicat, et en même temps immense. Rien que pour ce petit moment, ce petit « au fait », ça valait le coup de traverser 11 nuits de chaos au Pérou. Et d'une manière très aimante. Et donc dernière question, j'aimerais te demander comment tu restes connecté à l'invisible dans ton quotidien, dans ta pratique, peut-être à travers des choses, des lectures, peu importe ce qui te vient. Quelque chose que tu pourrais partager pour montrer comment tu gardes cette relation ouverte. Je pense que ce que tu viens de dire, pratique, c'est le mot-clé. C'est une pratique. Évoluer, travailler sur soi, c'est une pratique.
Pour certains, aller à l'église, c'est une pratique. Pour d'autres, méditer, c'est une pratique. Je prépare et j'accompagne souvent des gens dans leurs expériences avec les plantes médecines. Et il y a plusieurs années, quelqu'un est venu me voir en me disant « J'ai eu cette connexion incroyable avec l'esprit de la plante et j'ai peur de perdre le contact avec elle. Est-ce que tu crois que ça va arriver ?» Et je lui ai répondu « Oui, moi si tu ne m'appelles plus, si tu m'envoies plus de messages, si tu viens plus me voir, on perdra le contact. » C'est pareil, il faut que tu l'intègres dans ta pratique. Pour moi, quand j'ai bu l'ayahuasca pour la première fois, j'ai eu l'impression d'avoir invité un démon bienveillant à me posséder. Tu sais, on parle souvent de possession démoniaque comme d'une chose terrible, mais pour moi, c'était un esprit ou un démon bienveillant, pas si différent, au fond, de quand j'étais enfant et que je croyais en Jésus. C'était comme s'il vivait en moi et que je lui parlais. Ma mère me faisait prier chaque soir, alors j'adressais mes prières à Jésus ou peu importe. Aujourd'hui, je fais la même chose avec Mère Ayahuasca. Je ressens vraiment une connexion avec cet esprit. Et au fond, ça n'a pas d'importance que ça soit réel ou pas, ou si c'est qu'une fantaisie dans ma tête. C'est une façon de dialoguer avec ce que, dans la culture des 12 étapes, les programmes de sevrage, on appelle ton moi supérieur. Ou ils appellent ça Dieu, peu importe, ça n'a pas d'importance. C'est une façon de rester vivant à l'invisible, au mystère, tu sais, ce que nous ne pouvons pas voir. Je pense qu'essentiellement, nous sommes des chasseurs-cueilleurs qui essayent de vivre dans des sociétés urbaines. Mais nous ne sommes pas génétiquement descendants directs des chasseurs-cueilleurs. Il faut environ 25 000 ans pour qu'un changement évolutif s'opère au niveau de l'ADN. Donc toi et moi, nous ne descendons pas des hommes des cavernes, mais nous sommes des hommes des cavernes dans nos sensibilités, parce que nous vivons dans des environnements différents. Mais je pense que nous sommes des êtres très sensibles. Une des choses que j'ai le plus aimé lors de ma formation, c'est qu'il disait que 85% de la communication est non-verbale. Donc nous scannons et lisons constamment le langage corporel des autres. Nous percevons tous des signaux invisibles les uns des autres. À quel point tu es vivant à ça dépend du temps que tu y consacres. Si tout ce que tu fais, c'est boire de la bière et regarder la télé, tu ne seras probablement pas très sensible à ça. Mais si tu veux être sensible, qu'est-ce que c'est l'intuition ? C'est écouter une partie plus profonde de toi, au-delà de ton intellect. C'est pas que l'intellect soit faux, mais nous sommes très centrés sur l'intellect. Encore une fois, quand j'étais au Pérou, quelqu'un m'a donné des cartes et j'en ai tiré une. Cette carte a un peu changé ma vie en ce qui concerne mon rapport à certaines de mes expériences de vie. Elle disait, tu peux acquérir beaucoup de connaissances sur l'ayahuasca en lisant à son sujet, en faisant des recherches, en faisant une thèse, en fouillant sur Internet. Tu peux accumuler beaucoup de connaissances. Mais si tu veux de la sagesse, il faut la boire. Et je me suis dit, waouh, c'est tellement vrai, parce que l'éducation, tu sais, la mienne était très basée sur la connaissance. On nous nourrissait de données et on nous apprenait à être savants. Et pour moi, j'ai le plus appris avec mon grand-père, tu sais, dans son atelier, en le regardant fabriquer des choses ou dans sa ferme, en étant sur la terre, en le regardant faire pousser des choses. Ça m'a beaucoup plus fasciné que d'être dans une salle de classe où on m'enseignait des connaissances. Alors je pense qu'il faut équilibrer ta vie entre... La connaissance, c'est fantastique, mais équilibre ta vie en te donnant des expériences qui approfondissent aussi ta sagesse. Tu sais, on a besoin de gens sages, et je pense qu'on a beaucoup de gens très savants et beaucoup d'accès à la connaissance d'une manière qu'on n'a jamais eue auparavant, mais on ne donne plus autant d'importance aux gens sages comme avant. Dans le passé, il y avait toujours une sorte de vieux fou qui vivait dans une grotte à qui on allait parler, tu sais. Et aussi peut-être s'asseoir autour d'un feu, en cercle. Yeah, well, the circle is the shaman, right? You know, I mean, that is it. You sit people down around a fire. Oui, eh bien, le cercle,
C'est le chaman, non? C'est le sous-titre du film. C'est ça, en fait. Tu fais asseoir des gens autour d'un feu et ils se souviennent de cette expérience. C'est très, très rapide, c'est quelque chose de purement instinctif, je pense. Merci beaucoup, Jerry, d'avoir pris le temps d'être là, de partager ta sagesse, parce que tu as vraiment cette sagesse et c'est très réparateur de t'écouter. Donc, merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir. Et j'apprécie vraiment les notes que tu as prises, le fait que tu aies pris le temps de faire des recherches et d'en faire une conversation vraiment riche. Merci. Vous trouverez tous les liens et les contacts dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, sur le compte invisibily_podcast ou par mail à l'adresse invisibilypodcast@gmail.com. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, commenter sur les plateformes, mettre 5 étoiles, partager. C'est comme ça que ce podcast qui est entièrement autoproduit pourra se développer et grandir. Merci de m'accompagner dans ce voyage.